Bonjour et bienvenue sur Écran Partagé, je suis Marc, votre hôte comme d'habitude, et aujourd'hui je reçois quelqu'un de spécial. Je reçois quelqu'un qui a un métier un peu spécial. Je vous présente ici Sébastien Croteau. Comment vas-tu Sébastien? Ça va très bien, Marc. Comment vas-tu? Très bien. Et justement, à propos de ce métier spécial, est-ce que tu pourrais nous en parler davantage? Oui, ben en fait, à la base, je suis un chanteur de musique métal. J'ai commencé à chanter de la musique métal en 1990, ce qui fait quand même près de 32 ans que je fais ça. Et en fait, mon métier, c'est que je suis spécialisé en voix de monstres, créatures, extraterrestres, zombies pour les jeux vidéo et les films. Oh, ok. Donc c'est une grande couverture de monstres et de... En, en fait, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est affreux, même, il y en a qui sont moins affreux parce qu'on fait des fois quand même des petits monstres, disons, légers et cute, un peu plus cartoony, si tu veux. Mais généralement, on tombe dans le gros monstre, la grosse bête, la grosse araignée, le gros insecte, etc. Ok, donc avant que tu nous parles de tout ça, tu as dit que tu étais chanteur métal, mais il n'y a pas tout le monde qui connaît ça, qui comprend ça. Je sais Ouais. que ma tante va me poser des questions quand elle verra la vidéo. En effet, ben en fait, je chante dans un groupe de musique metal qui s'appelle Necrotic Mutation depuis 1993. En fait, quand j'ai commencé, c'était dans un autre groupe de musique. Et donc, ça fait plusieurs années que je fais ça. J'ai aussi appris le chant de gorge, chant tibétain, chant inuit, chant de Mongolie en 1997. Donc, j'ai eu un groupe de musique aussi qui s'appelait Globe Glottaire, où on a fait de la musique pendant plusieurs années. Et c'est vraiment en 2005, en fait, que j'ai commencé à faire des voix de monstres dans les jeux vidéo. Et le premier jeu que j'ai fait, c'était Far Cry Instinct, qui était sorti sur la Xbox à l'époque de Ubisoft. Et puis après ça, Assassin's Creed 2 et les Prince of Persia, ça a été les premiers jeux que j'ai fait au début de ma carrière. Et en quoi consiste exactement faire des voix de monstres? Tu vas dans un studio, tu enregistres la voix et puis c'est fini, c'est parti, ton job est fini? Ou je suppose qu'il y a un peu plus de travail. Non, c'est ça. Dépendamment des contrats qu'on reçoit, dans certains cas, comme par exemple, on a travaillé sur les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, au départ, Donc c'est un jeu qui est sorti récemment, inspiré de la licence et du film Gardien de la absolument, Galaxie. absolument, absolument. Et le directeur, j'ai une rencontre avec le directeur audio, il n'y avait pas encore de direction précise sur les voix des créatures et des extraterrestres. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on est parti de zéro. On a regardé le visuel de chaque personnage, les races, à avoir une petite idée de c'est quoi le background, c'est quoi la composition de l'atmosphère, parce qu'il peut y avoir des difficultés à respirer dans une autre atmosphère. Est-ce que c'est une race guerrière ou pacifique? Tout ce genre de petits détails-là, puis les détails physiques aussi, vont des fois nous donner de bons indices pour arriver à faire, OK, ça, c'est la voix du personnage, c'est comme ça, de façon réaliste, si on veut, c'est comme ça qu'il devrait parler ou ça devrait être comme ça le son qu'il devrait faire. Donc, dans ce cas-là, on analyse le physique et le visage et un paquet d'autres éléments. On arrive avec des sons et là, après ça, on a l'étape de ce qu'on appelle le casting. Donc, on va choisir les artistes qui vont être en mesure de faire les voix que le directeur audio a choisies. Évidemment, dans ce temps-là, il y a toute l'étape de préparation, c'est-à-dire je fais un travail avec les artistes. Dans le cas des Gardiens de la Galaxie, on avait près de 80 pages de script en anglais que j'ai traduit en 5 langues extraterrestres. Donc, il a fallu évidemment que je travaille et que je pratique avec les artistes pour qu'ils puissent maîtriser ces langues extraterrestres-là. Et ensuite, ben, ça a été l'enregistrement. Donc, on a fait la direction des artistes en studio. Donc, ça, c'est pour ce projet-là. D'autres, des fois, je reçois tout simplement des indications, des directions vocales pour un personnage. Et puis, tout simplement, je choisis la personne qui va être la meilleure pour faire la voix. Et paf, après ça, on se retrouve en studio et on enregistre les voix. Mais tout ce travail n'avait pas déjà été effectué par Marvel ou Disney sur le titre? Il a fallu que vous redéfinissiez les voix des monstres, des Ben, choses comme ça? en fait, pour les personnages qui n'existaient pas avant dans l'univers de Marvel, on regarde les personnages qui sont sortis dans le jeu, les Hellraiser, il y a un paquet de créatures qui ne sont pas dans l'univers Marvel comme tel. Il n'y a pas de référence sonore ou de référence autre que le jeu, parce qu'ils ont vraiment développé leur extraterrestre et leur créature spécifique pour
le jeu comme tel. Donc, il a fallu vraiment partir de là. Par contre, je vais donner un exemple pour la voix de Hulk, parce que j'ai fait la voix de Hulk dans Les Gardiens de la Galaxie pour le jeu. Ah, je savais même pas qu'il était dans le jeu. Ouais, en fait, on ne le voit pas, mais on l'entend à un moment donné. Et là, il a fallu que je pratique exactement la voix de Hulk qu'on retrouve dans les films où on entend le Hulk Smash! Et donc, là, il a fallu que je m'assure. Et ça a dû être approuvé par Marvel pour être sûr que ce soit le plus proche possible, évidemment, de ce qu'il y a dans la licence. Et c'est la seule chose qu'ils ont dû approuver? Ils n'ont pas approuvé les autres j'imagine qu'ils ont dû approuver le reste, mais je pense que Eidos Montréal avait quand même une bonne latitude, surtout pour des personnages, comme je dis, qui ne sont pas partis traditionnellement de la licence. Je pense que c'est plus facile qu'évidemment quand il y a des personnages qui ne font pas partie de la licence, il y a tout un niveau d'approbation quand on travaille avec des grosses licences qui doit être respecté. Donc pour les personnages, comme je disais, qui n'existaient pas avant dans l'univers de Marvel, je pense que ça a été plus facile, ils ont eu plus de latitude pour travailler avec, puis trouver les voix, puis faire les sons. Donc tu as dit que tu dirigeais en même temps une équipe et donc tu formes des gens à faire des voix de monstres également? Ben, en fait, la Fabrique de monstres, on a commencé, on était peut-être quelques chanteuses et chanteurs métal parce que je travaille presque exclusivement avec des chanteuses et des chanteurs métal parce qu'on a des capacités vocales puis on maîtrise les techniques vocales qui vont avec le chant métal. Juste la Fabrique des monstres, c'est ton entreprise? Oui, exactement. Okay. Exactement. La Fabrique de monstres, c'est mon entreprise. Et c'est ça, on a commencé, on était quelques chanteuses et chanteurs. À un moment donné, on était rendu presque 16 à Montréal au fil du temps. On a embarqué des gens dans l'équipe. Et maintenant, on a une équipe de 105 chanteuses et chanteurs métal répartis dans 17 pays. Donc, on est capable aussi, quand les monstres parlent ou les créatures parlent, d'offrir le service en d'autres langues. Donc, on peut faire la localisation aussi. Parce que des fois, par exemple, les zombies, ça parle pas. Donc ça, on n'a pas besoin de les localiser. T'sais, un zombie japonais ou un zombie américain ou un zombie, c'est à la base, c'est... Donc, il n'y a pas vraiment de langue qui va avec ça. Par contre, quand il y a des créatures qui vont parler, c'est arrivé dans le cas des Gardiens de la Galaxie, on a fait des voix en anglais, ben là, à ce moment-là, on est en mesure d'offrir, par exemple, en allemand, en espagnol, en italien, en d'autres langues. Donc, on est quand même une grosse équipe maintenant. Ok, donc vous pouvez offrir des gargouilles en allemand et puis... Quand les gargouilles parlent, effectivement. Parce que quand ils parlent pas, il n'y a pas vraiment, je pense que ça revient à qui est capable de faire la meilleure voix de gargouille. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans l'univers des monstres et des créatures, on a des références sonores, des fois, qui viennent un peu cimenter l'identité sonore des personnages. Par exemple, dans les années 50, le son de zombie, c'était... Ouais, je connais ça. Maintenant, aujourd'hui, ça a surtout été à partir du remake de Dawn of the Dead et de 28 Days Later, maintenant, les sons de zombies, ça reste comme ça. Alors maintenant, il y a vraiment une identité sonore propre. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de personnages et pour les petits insectes, des fois, des clics. Ça, c'est très approprié pour ce genre de personnage-là. Donc, il y a déjà des espèces d'identité sonore, des fois, pour les types de personnages. Donc, moi, quand je reçois une requête, je fais comme, OK, ça, c'est tel type de voix qui pourrait être bon pour ça. C'est qui la meilleure personne pour faire ça dans mon équipe? Et puis, généralement, après ça, une fois qu'on l'a choisi, c'est l'enregistrement studio. Mon Dieu, je sais même pas comment t'as fait pour descendre la voix aussi bas que c'est en fait, c'est ça, c'est les techniques vocales propres à la voix métal. T'sais, on travaille énormément avec des distorsions vocales. Si je pourrais faire Venom. J'ai pas besoin d'effets sonores pour baisser ma voix. Je peux, comme tu vois, j'ai pas d'effets sonores dans ma voix. Je peux le faire. Par exemple, il y a des techniques où on doit inspirer pour faire la voix. Donc, on peut faire de la distorsion vocale en inspirant. Donc, grave et aigu. Et ensuite, on peut faire des modulations dans l'aigu. Et donc, on peut aller chercher des sonorités. Ça, c'est toutes des techniques de chant associées au métal d'une façon ou d'une autre. Des fois, c'est plus subtil, mais la distorsion vocale est très souvent impliquée dans ce qu'on fait. C'est pour ça que les chanteuses et les chanteurs métal sont très probablement les meilleures personnes pour faire ça.
Ok, je suis impressionné, je suis désolé. Mais ça doit être très éreintant sur la voix, ça doit... Ben, en fait, faut s'échauffer, faut pratiquer. Ben, en fait, c'est ce qui fait la particularité des chanteuses et des chanteurs métal. Ce sont des gens qui passent leur vie à ne faire qu'une chose, apprendre l'art du cri. T'sais, contrairement aux acteurs, aux actrices en doublage traditionnel, ces gens-là vont faire du commercial, de la radio, un paquet de trucs différents. Nous, on se consacre à une chose exclusivement pour l'ensemble de notre carrière, c'est à faire de la distorsion vocale, à maîtriser cet art-là. Puis ça fait que, tu sais, après ça, on arrive en studio et on est capable de faire ce genre de son-là longtemps, contrairement, par exemple, aux acteurs et aux actrices en doublage qui ne sont pas entraînés pour ça. Tu sais, ma façon un peu de comparer les chanteuses et les chanteurs métal, c'est, tu sais, dans les films, il y a des cascadeurs pour faire les cascades à la place des acteurs et des actrices parce que c'est quelque chose de très spécialisé. On ne veut pas qu'ils se blessent. Mais pour moi, les chanteuses et les chanteurs métal, ce sont des cascadeurs de la voix. Et donc, quand vient le temps de faire des sons qui sont à la limite inhumains, ben c'est là, à ce moment-là, qu'on nous appelle et qu'on arrive avec notre armée de morts vivants et qu'on fait nos sons horribles. D'accord. Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu devais apprendre des langues carrément, ou des langues extraterrestres, des équivalents, et qui les définit, pourquoi vous devez apprendre le langage ou... Ben, en fait, c'est que dans certains cas, je vais donner un exemple, dans certains cas, par exemple, quand on a affaire à des sorciers ou des sorcières ou des nécromanciens, des fois, ça va arriver qu'on n'a pas de texte et donc on doit inventer un sort. Ok, donc il faut quand même l'écrire pour pas faire de trop de conneries. Mais souvent, quand on est assez bon en improvisation, on est capable d'arriver avec quelque chose d'intéressant. Tu sais, si par exemple, je sais pas, moi j'étais un gobelin sorcier, ben je pourrais faire et ça fait un sort. Donc, c'est vraiment l'habitude. Mais sinon, dans le cas des Gardiens de la Galaxie, c'était vraiment de partir de l'anglais et de définir vraiment certains mots au départ, dépendamment de la technique vocale. Par exemple, on avait un personnage qui parlait comme ça. Donc, les W, U, les A. Donc, il y a des voyelles et des consonnes qui sont plus faciles à prononcer que d'autres. Donc, c'était vraiment de découvrir ces consonnes et ces voyelles-là, puis ensuite de commencer à construire le vocabulaire. Puis j'avais une espèce de Google Translate, c'est-à-dire que quand il y a des mots qui revenaient, ben, je pouvais rechercher dans mon texte puis remettre les mêmes mots. Comme ça, il y avait un semblant de cohérence, si tu veux, à travers la langue, parce qu'on utilise des fois les mêmes mots, mais c'est ça. Donc, il a fallu que je parte de zéro puis que je m'imagine ça pouvait être quoi une langue extraterrestre. Ah, ok. Et quand le grand public regarde les comédiens de doublage, ils se disent ouais, moi aussi je pourrais le faire, mais là c'est un autre niveau. Et ça, j'ai ça souvent. Tu sais, par exemple, on fait des voix pour le jeu Dead by Daylight. Et on a fait presque. Ouais, exactement, la vingtaine de derniers personnages. Et la particularité de ça, c'est que évidemment, c'est un jeu d'horreur. Il faut crier. Et il faut crier beaucoup. Il faut crier souvent pendant 3 heures. Parce que c'est beaucoup d'itérations, qu'on veut les bons bruits, les bons sons. Absolument. Des fois, on peut faire entre 15 à 20 variations par type d'action. C'est-à-dire que si une action, c'est ce qu'on appelle un jump scare, une espèce de saut comme ça, ben on doit faire 15-20 variations différentes sans jamais que ce soit pareil. Ah oui, ok. Faut pas que ça soit la même chose. Donc ça, déjà là, c'est pas évident à faire, mais surtout crier pendant un nombre d'heures qui est quand même un nombre d'heures, 2-3 heures de temps, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Puis souvent, par exemple, je vois les gens, parce que les fans de Dead by Daylight vont souvent prendre les fichiers audio dans le jeu, les mettre sur YouTube, puis là, ils vont commenter la qualité des cris. Oh, des fois, je vois les commentaires, « moi, j'aurais pu faire mieux, etc. » Puis ça me fait rire parce que je fais affaire avec des gens dont c'est le métier de crier, qui font ça depuis des années. Et des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont capables de mieux faire, puis souvent, je les ferais crier 15-20 minutes, puis ils ne seraient pas capables d'en faire plus. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment pas évident. Fait que, les gens qui pensent que faire du doublage de jeux vidéo, c'est facile, puis tu peux faire ça sans entraînement, non.
C'est comme n'importe quel corps de métier dans la vie, ça prend énormément de travail et d'investissement pour arriver à devenir un bon doubleur ou une bonne doubleuse de monstres ou de créatures en jeu vidéo. Ah oui, ok. Et ben justement, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a inspiré de faire d'entraîner ta voix et ensuite de faire ce job ou de créer Ben, ce job peut-être? Oui, ben en fait, c'est vraiment arrivé par accident. Moi, j'ai commencé, comme je disais, comme chanteur métal dans les années 90. Mais il faut dire que mon intérêt pour les voix bizarres remonte à quand j'étais petit. Moi, quand j'écoutais les dessins animés, la voix de Cookie Monster, Cookie, C is for Cookie, that's good enough for me. Je l'adorais parce que c'est une voix bizarre. La voix de Commandant Cobra, Hey, G.I. Joe, we will fight you! Donc, les voix des méchants, c'était les voix les plus intéressantes. Puis moi, je le disais pas à mes amis parce que tout le monde prenait pour les bons. Mais moi, j'aimais les méchants. J'aimais Skeletor, j'aimais Commandant Cobra, j'aimais Starscream, j'aimais Shockwave, parce que leur voix était différente de toutes les autres. Donc, mon intérêt pour les voix bizarres remonte quand même à très longtemps. Puis ensuite, j'ai découvert la musique métal et là, évidemment, on a beaucoup de voix bizarres. Donc, j'ai eu un intérêt d'essayer ça. Puis évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de professeur de chant, death metal ou métal. Donc, il fallait essayer d'imiter les sons qu'on entendait. Puis moi, à l'époque, c'était des cassettes. Donc, on achetait des cassettes et on essayait d'imiter les sons qu'on entendait. Puis après ça, ben, mon intérêt pour la voix fait en sorte que j'ai commencé à écouter du chant de gorge, du chant tibétain, du chant inuit, du chant harmonique, du diphonique. Et puis là, j'ai commencé à développer d'autres techniques vocales. C'est un de mes amis, Alexandre Pelletier, qui travaillait chez Ubisoft à l'époque, qui, un des directeurs audio, cherchait des voix originales pour le premier Far Cry Instinct, donc des voix de créatures et de monstres. Et Alexandre, sachant que j'étais chanteur de death metal et que je faisais du chant de gorge, puis que j'étais capable de faire plein de voix, a donné mon nom. J'ai été rencontrer le directeur audio et finalement, j'ai fini par faire 5 personnages dans le jeu, donc des gros monstres et même des petits lézards. J'ai fait un petit lézard qui faisait comme ça, avec une espèce de petite voix aiguë. Fait que j'ai fait plusieurs personnages et c'est là que ça a vraiment commencé à débouler. Par exemple, quand on empoisonne les gens dans Assassin's Creed 2 avec la lame empoisonnée, le son des personnes qui s'étouffent en étant empoisonnées, ben c'est moi et une de mes collègues, chanteuse métal, Marie-Hélène Landry, qui l'a fait. Après ça, on a fait des voix dans Prince of Persia, les 2 qui sont sortis après. Puis après ça, là, c'est là que ça a vraiment parti, où on a commencé à travailler sur plein de projets. Moi, à date, j'ai dû faire plus de 200 en 17 ans, plus de 200 personnages, puis travailler maintenant sur une trentaine de jeux vidéo puis de films, à date depuis 2005. Oh, ok, wow. C'est juste impressionnant. Parce que traditionnellement, on utilise beaucoup les banques de sons d'animaux, les logiciels de modification de la voix pour faire ces personnages-là. Mais le problème avec les banques de sons, c'est que les banques de sons d'animaux, c'est pas des acteurs et des actrices à la base. Donc, les banques de sons ne jouent pas. Nous, on peut jouer, on peut être triste, on peut être fâché, on peut être enragé, on peut être blessé, on peut arriver à aller chercher ces émotions-là. Donc, déjà, l'avantage qu'on a par rapport aux banques de sons d'animaux est déjà important. Mais surtout, c'est que notre façon de faire, on n'a pas besoin de modification avec de logiciels, des voix qu'on est en mesure de faire. Donc, c'est vraiment des voix qui sont naturelles et réalistes. Et puis, je veux dire, on sait que ce qui est naturel, organique et réaliste, pour moi, contribue à l'immersion des joueurs et des joueuses quand ils vont jouer à un jeu vidéo. Je veux dire, les compagnies de jeux vidéo vont dépenser des millions pour nous donner une expérience immersive. Ben moi, je pense autant que les monstres et les créatures font aussi partie de cette expérience immersive-là. Puis je te dirais même que les monstres, en fait, créent les héros dans les jeux. Okay. Parce que si le héros n'a pas de monstre épique à combattre, le héros est moins héroïque. T'sais, le héros se forme et se forge par rapport à ce qu'il a à affronter. Les enjeux sont moindres. Et si ce qu'il a affronté est épique, épeurant, incroyable, le héros en ressort épique et incroyable. Donc, pour moi, ce sont vraiment les monstres qui forment les héros. Et dans le fond, on aurait dû s'appeler la fabrique de héros. Rendu là, mais on est vraiment la fabrique de monstres. Mais pour moi, c'est ça, c'est que souvent, on pense aux monstres en dernier. Mais pour moi, on devrait
penser en premier souvent parce que justement, si on a des personnages comme ça qui sont plus grands que nature, même monstrueux, même les monstres et les créatures, ben c'est clair que les héros en ressortent toujours plus grandis de ça. Donc pour moi, ces personnages-là sont essentiels au récit narratif puis à l'expérience immersive qu'on veut dans les jeux vidéo. Mais justement, tu m'as parlé des périodes d'enregistrement qui peuvent durer jusqu'à 3 heures. Après, tu en ressors sans voix, tu peux plus parler à personne pendant des semaines ou... Non, ben en fait, moi, je suis quand même 32 ans d'entraînement. Ok. Donc, souvent, et c'est vraiment bizarre, T'as de mais... l'endurance. Oui, exactement. Par exemple, après une session d'enregistrement de 4 heures, souvent, je vais être plus fatigué physiquement que vocalement. Vocalement, ça va. Physiquement, c'est parce que je suis très physique quand j'enregistre. Même s'il faut rester devant le microphone, je vais beaucoup bouger les bras, les épaules. Quand je reçois des coups, je vais comme mimer l'impact de coups. Donc, souvent, c'est plus fatigant physiquement. Fait que je ressors des sessions comme... fatigué. Je suis encore capable de parler sans problème, mais c'est vraiment... Puis tu sais, ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, je donne des conférences parfois. Si je donne une conférence pendant 4 heures, ma voix va plus être fatiguée à parler qu'à crier pendant 4 heures. Ok. Parce que j'ai un entraînement vraiment spécifique pour ça. En effet, waouh. Ça lève plus de questions que de réponses. Oui! En effet. Et c'est ça, on est vraiment... Moi, j'ai passé 32 ans de ma vie à faire ça. Puis maintenant, je l'enseigne. J'enseigne le chant guttural, j'enseigne le chant de gorge, j'enseigne même à l'INIS, l'Institut national de l'image et du son. J'enseigne aux acteurs, aux actrices en doublage à crier sans se blesser. Parce qu'il y a vraiment des façons de l'apprendre et de le faire. Ben, nous, c'est ça, on est vraiment spécialisés là-dedans. C'est comme je disais tout à l'heure, on est vraiment des cascadeuses et des cascadeurs de la voix. Oui, ça, je pense que c'est un terme qui résume bien l'essence de notre travail. En écoutant les sons que tu fais, et puis je me dis, si j'ai envie de reproduire la même chose, je vais me blesser. Je sais pas, les modulations sont très fortes. Absolument, puis je veux dire, c'est comme n'importe quoi dans la vie, c'est une question d'entraînement. Mm-hmm. Si on veut devenir bon dans quelque chose, puis c'est comme juste les efforts physiques. T'sais, si tu commences à t'entraîner au gym, ben, tu finis par devenir plus endurant. Puis si tu persistes dans cet entraînement-là, ben, tu vas moins forcer pour faire les mêmes mouvements. Ben, c'est la même chose pour nous. Nous, ce qu'on utilise, c'est surtout au niveau du larynx, la gorge, mais aussi au niveau de tous les muscles qui servent dans l'inspiration et l'expiration. Donc, disons que généralement, on a le diaphragme, les muscles du haut du ventre, les muscles intercostaux et les muscles du bas du dos relativement bien entraînés aussi. Ok. Et comment ça fonctionne la fabrique des monstres? Avec combien de personnes tu travailles? Combien d'employés? Ça dépend des projets. Présentement, comme je dis, on est 105 chanteuses et chanteurs métal dans la fabrique de monstres dans 17 pays. Bientôt, on va être pas loin de 150 parce que j'ajoute maintenant, d'ici la mi-novembre, une quarantaine de nouveaux talents et de nouveaux artistes. Présentement, il y a moi, qui est le président de la compagnie, Sébastien Croteau. J'ai un directeur de projet qui s'appelle Misha Stanjowski. Et j'ai de l'aide pour de l'administration, une personne qui étudie en administration, mais qui fait aussi partie de la fabrique de monstres, Monte Téberge. Puis j'ai quelqu'un qui s'occupe du site web. Évidemment, j'ai un web monster au lieu d'un webmestre, j'ai un web monstre. Tout est monstre chez toi. Exactement. Donc, il y a plusieurs personnes. Par exemple, quand on a des tournages, des fois, on enregistre les sessions d'enregistrement pour les clients qui veulent avoir du visuel pour, par exemple, l'utiliser pour leur campagne de marketing. Bien là, je fais affaire avec un de mes collègues qui s'appelle Benoît Nantel. Puis ça va dépendre. Comme des fois, on enregistre dans différents studios aussi. Je vais travailler beaucoup avec Vibe Avenue à Montréal aussi pour l'enregistrement, avec d'autres compagnies. Donc, c'est ça, ça va vraiment varier. Ça dépend des contrats, ça dépend des clients, ça dépend de ce qu'ils ont besoin. Il y a tout un univers, disons, de possibilités qui fait qu'on choisit de travailler à un endroit ou pas. Mais pour l'instant, contrairement à quand on a commencé, on commence à avoir de plus en plus de contrats parce que je donne beaucoup de conférences. J'ai été en Suède, j'ai été en Allemagne pour le Gamescom, au DEFCON, donner une conférence sur les chanteurs métal dans les jeux vidéo. Exactement. Et là, je vais à Los Angeles pour le Game SoundCon, donner une conférence avec le directeur audio des Gardiens de la Galaxie pour parler du travail qu'on a fait là-bas. On va sûrement se voir au Megamix. Donc, j'essaie vraiment d'exercer une présence un peu plus accrue. Puis évidemment, le fait
de travailler sur les projets sur lesquels on a travaillé. Quand on regarde notre portfolio, on a quand même travaillé sur énormément de projets intéressants, puis il y en a d'autres qu'on va pouvoir annoncer bientôt. Fait que c'est sûr que quand on regarde notre portfolio, ben, ça apporte une crédibilité par rapport à ce qu'on fait. T'sais, on n'a pas travaillé sur des petits jeux. Même si on a travaillé sur des petits projets, on a été chanceux, on a surtout travaillé sur des projets AAA à date. Ah oui, ok. Et est-ce est-ce que vous faites que des monstres et zombies, des choses comme ça? Ou Ben, est-ce que... on fait des petits personnages, ça arrive où on a par exemple des petites chauves-souris cute à faire, des petits dragons. Des choses sur les cute, je pensais pas qu'on va entendre ça dans la même phrase. Oui, 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 ça existe. Mais aussi, comme je disais, on fait les voix humaines. T'sais, dans Dead by Daylight, c'est pas des monstres, ben il y a les killers. Mais pour le reste, c'est des personnages humains. Mais les personnages humains doivent crier. Puis ça, on retrouve ça dans tous les jeux vidéo. Dans tous les jeux vidéo, il y a des humains qui attaquent, qui souffrent et qui meurent. Parfait. Donc ça, on en fait de plus en plus parce qu'évidemment, on a besoin de gens qui savent crier. Parce que quand les personnages humains meurent, si tu meurs, c'est pas très crédible. C'est quand tu meurs, il faut que ça soit faut qu'il y ait de la distorsion vocale. Donc évidemment, les chanteuses et les chanteurs métal excellent là-dedans. Donc ça aussi, on fait de plus en plus de personnages humains comme ça. Ok, mais je suppose que c'est un métier qui se renouvelle constamment et que vous ne vous lassez pas parce que c'est toujours Non. quelque chose de différent, c'est toujours quelque chose. C'est toujours des. C'est vraiment. Moi, je me sens choyé de faire ce que je fais pour plusieurs raisons. Parce que d'un, j'adore, je pense que vous le voyez un peu, la passion que j'ai pour ça. J'adore travailler avec ma voix, j'adore explorer, j'adore créer, j'adore découvrir. J'adore regarder des personnages et imaginer leur voix, imaginer leur langage, imaginer leur univers. Après ça, d'arriver et d'être en mesure de créer ces personnages-là, de les enregistrer. Puis, je dirais, la cerise sur le Sunday, ben, c'est quand on peut jouer aux jeux vidéo. Bien évidemment, quand on peut l'annoncer, mais qu'on peut jouer au jeu. Moi, je me rappellerai toujours la première fois que j'ai joué à Far Cry Instinct, le premier jeu que j'ai fait. Le premier personnage que j'ai rencontré, dont j'avais fait la voix, c'était le petit lézard. Puis la première fois que je les ai vus dans le jeu, tout ce que je faisais, c'est de tourner autour des lézards. Je voulais juste écouter les sons. Tu voulais juste déclencher les sons que tu avais enregistrés. Oui, je voulais pas les tuer, évidemment. À un moment donné, il a fallu que je les tue pour écouter les sons de mort que j'avais fait. Mais c'était vraiment quelque chose d'entendre sa voix dans un jeu vidéo comme ça. Je trouvais ça absolument extraordinaire. Tu sais, comme vous voyez, je suis généralement un fan de films. Ouais, c'était ma prochaine question. de films et de jeux vidéo. Ben, en fait, une des parties de mon travail, c'est d'écouter des films, de jouer à des jeux, parce que je veux écouter qu'est-ce qu'on utilise et comment on fait les voix des monstres, des personnages fantastiques, des extraterrestres. Donc, je consomme énormément d'horreur, de science-fiction et de jeux où il y a des personnages fantastiques, justement pour les écouter. Fait que je joue vraiment différemment depuis que j'ai commencé à faire des voix dans les jeux vidéo que je jouais avant. J'ai 16 consoles de jeux vidéo à la maison, de Intellivision 1979 à PlayStation 5. Mais ma façon de jouer maintenant, c'est que je vais vraiment jouer, pas juste regarder, mais écouter. Parce que je veux entendre les sons. Même les personnages humains, des fois, tout ce que je fais, c'est me promener, les faire sauter, les faire grimper, juste pour entendre les sons qu'ils vont faire, puis voir si c'est réaliste par rapport à l'effort ou à l'action qui est demandée pour le personnage. Ah oui, ok. Et puis, donc ton nom apparaît dans les crédits de nombreux jeux? Absolument. Ben, comme je disais, j'ai fait plus de 200 personnages. Donc les gens peuvent te chercher. Absolument, les gens peuvent me chercher. Juste pour les Gardiens de la Galaxie, j'en ai fait 17 personnages. Ça, évidemment, on n'a pas le nom des 17, mais moi, je le sais, je les ai comptés. Pour d'autres jeux, c'est plus facile. Par exemple, Dead by Daylight, là, j'ai fait 2 personnages. Le Nemesis de Resident Evil, c'est moi qui ai fait la voix, et le personnage de Dredge, où on a été 6 acteurs et actrices en doublage enregistrés en même temps pour les voix du personnage. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait un paquet J'ai fait, par exemple, dans Shadow of the Tomb Raider, il y a une chef de tribu qui s'appelle Red, ou Shakshel. Ben, c'est moi qui ai fait la voix de ce personnage-là. Puis après ça, il y en a un paquet d'autres comme ça que j'ai fait. Est-ce que tu fais ou tu peux faire des personnages féminins ou tu vas le laisser à tes collègues?
En fait, c'est ça, c'est que le monstre, l'univers des monstres et des créatures est moins, disons, genré que l'univers des humains. T'sais, on s'attend, on voit un homme, on s'attend à une voix d'homme, on voit une femme, on s'attend à une voix de femme. Pour les personnages fantastiques comme ça, des fois, c'est plus éclaté. T'sais, par exemple, une araignée, ben, une araignée, le nom est féminin, mais une araignée, je pourrais faire je pourrais faire le son d'une araignée, même si le personnage n'a pas vraiment de sexe comme tel. Il y a des orques féminins, il y a des orques masculins. Je veux dire, les chanteuses de death metal sont aussi capables de faire des grosses voix graves. Donc, c'est un univers qui est un peu moins genré pour ça. C'est tout dépendamment de la voix que tu es capable de faire. Ben, que ce soit un homme ou une femme qui soit capable de le faire, ça importe beaucoup moins que pour les personnages humains. Et tu as parlé de projets sur lesquels tu pouvais parler et ne pouvais pas parler. Et ça, c'est normal dans l'industrie. Lorsqu'un jeu est en développement, on ne révèle pas le contenu du jeu. C'est l'équipe marketing qui le fait au fur et à mesure. Et donc, ils signent des Absolument. NDA, des Non-Disclosure Agreements. Des Mais, ententes de non-divulgation, en français, ouais. exactement. Et- Et ça, c'est très courant dans le domaine. Je veux dire, là, je suis rendu que j'enseigne presque à chaque semaine. Mais c'est ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire très attention parce que je peux comprendre les compagnies qui demandent la signature de ces ententes-là parce que c'est pas l'équivalent du secret industriel. On veut pas que il y ait ce qu'on appelle des leaks avant que le jeu sorte, qu'on sache qu'il y ait tel ou tel personnage. On veut garder ça secret. Et donc, une grosse partie du travail qu'on fait qui est fait dans l'ombre. Et c'est ça la différence, en fait, entre être un chanteur métal et être un acteur en doublage. C'est qu'être chanteur métal, on est habitué d'être sous la lumière, sous les Mhm. feux de la rampe, comme je vais le dire comme ça. Mais comme acteur en doublage, on doit rester dans l'ombre. On travaille sur un projet, puis il faut garder le secret des fois pendant 1 an ou 2, ne pas en parler jusqu'à temps qu'on ait le feu vert de la compagnie pour en parler. Et est-ce que c'est plus secret dans l'industrie du film ou c'est pareil que dans l'industrie du jeu vidéo? L'industrie du film et du jeu vidéo sont pareilles à cet égard-là. Les ententes de non-divulgation sont aussi sévères et strictes dans les deux cas. Dans le passé, on a vu plusieurs comédiens de doublage faire des gaffes et publier leurs choses sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu as des mesures pour empêcher de faire les gaffes ou tu es Oui, très ben préparé? en fait, j'ai déjà eu à gérer une personne disons, Ah oui, surtout en gérant 105 personnes, là, c'est beaucoup de Mais non, possibilités. mais on parle de là très longtemps parce que tous les gens, puis je passe toujours énormément de temps à leur rappeler l'importance des ententes de non-divulgation. Puis pour moi, il n'y a pas de deuxième chance. C'est-à-dire que s'il y a une information qui coule et c'est ta faute, tu es immédiatement expulsé de la fabrique de monstres. Il n'y a pas de oh, je m'excuse, je ne le referai plus. Non, parce que les compagnies prennent ça au sérieux. On peut même avoir des poursuites. Puis moi, j'ai même une entente de non-divulgation avec les gens avec qui je travaille, en plus des ententes de non-divulgation qu'on signe avec. Je pense que les gens sont très au courant de l'importance de ces ententes-là. Et à part une personne, quand c'est arrivé, quand j'ai commencé en 2000, je pense que c'était en 2005 ou 2006 que c'est arrivé, personne que j'avais recommandé, qui avait mis sur les réseaux sociaux le nom du projet, puis où il allait enregistrer, puis etc. Mais Ouch. depuis ce temps-là, j'ai jamais eu ce genre de problème-là parce que les gens comprennent l'importance de garder le secret. Ah, ok, donc comme pour les monstres, il faut rester dans l'ombre quand on travaille sur le Ben, projet. les monstres sont toujours mieux dans l'ombre. Parfait. On est des créatures de l'ombre, donc c'est parfait pour nous. Et justement, comment est-ce qu'on devient un monstre? Les gens qui nous voient là, s'ils disent, s'ils sont motivés. Ben, en fait, pour les gens qui ont déjà désolé de l'anglicisme, un background en chant, c'est possible d'apprendre les techniques vocales associées aux voix métal. Sauf qu'il ne faut pas se leurrer, ça prend des années avant d'être bon. Donc, ça, si jamais les gens qui sont bons avec leur voix, qui veulent essayer des choses, bien évidemment, c'est possible de contacter la fabrique de monstres puis de me contacter directement parce que c'est le genre de formation que je donne. Je donne des formations de ce que j'appelle le Monster Class, ma classe des monstres, où je donne en fait des trucs pour certaines techniques de chant puis des façons de le pratiquer, surtout des façons d'échauffer sa voix pour arriver à faire ce genre de choses-là. Mais comme j'ai dit dans ma présentation en Allemagne quand j'y étais, c'est pas parce que tu suis une formation de 4 heures avec Buzz Aldrin que ça fait de toi un astronaute.
Ok. Et c'est pas parce que Ouais. tu suis une formation de 4 heures avec moi que ça fait de toi quelqu'un qui est prêt à faire ce genre de voix-là. Par contre, on donne les outils pour trouver où commencer. Puis après ça, ben, ça dépend de la personne. Si la personne veut vraiment faire ça, puis qui est disciplinée dans le cadre de sa pratique, ben, au fil du temps, après plusieurs mois, années, des fois, ben, sa voix va suffisamment être entraînée pour ça. Mais comme je dis, c'est une spécialisation et donc il faut consacrer énormément de temps à ce genre de pratique-là pour vraiment devenir quelqu'un de bon dans ce métier-là. Donc il ne doit pas y avoir beaucoup d'entreprises dans le monde qui font ceci, ou On, pas, on, pas est la, beaucoup de on, concurrents. on est la seule. Notre concurrence, c'est des banques de sons d'animaux et les logiciels de modification de la voix. Pour l'instant, on est la seule entreprise au monde qui fait ce genre de travail-là. Donc, on est choyé, on peut se taper dans le dos. Au Québec, on a des entreprises qui Unique. n'existent nulle part ailleurs. Exactement. Ah bah waouh, ok, bah super. Euh, J'avais des questions, il faut juste que je m'en rappelle. Est-ce que toi tu trouves le temps de jouer entre Tout deux le temps. voix? Absolument. Mais il faut, comme je dis, ça fait partie des responsabilités que j'ai personnelles à m'améliorer, simplement moi personnellement, pour écouter ce qui se fait, trouver des nouvelles techniques vocales, des nouvelles façons de faire, mais Mais tu aussi peux pas pour... seulement jouer aux jeux d'horreur et de monstres. Je Non, sais non, mais pas, je peut-être joue à pas. plein d'autres jeux. Des jeux où il y a des humains, par exemple, comme je disais aussi, j'écoute les voix humaines. Donc, je vais jouer à Assassin's Creed. Ok. Là, il y a un nouveau jeu d'Ubisoft qui va sortir de Pirates. C'est sûr que je vais l'acheter. Là, j'ai acheté Metal Hellsinger, qui est un shooter avec la musique Ah métal et oui. des monstres. Donc, je vais vraiment, tu sais, Far Cry 6, le dernier, je l'ai acheté aussi, j'adore ça. Donc, je vais jouer à des jeux comme ça, mais je vais toujours écouter les sons des personnages, toujours. Donc, pas juste le dialogue, mais aussi les sons qu'ils vont faire. Et quels sont tes jeux préférés? Je sais pas, moi, est-ce que t'as aimé Doom Eternal comme moi ou... Absolument, absolument. Mais Last of Us, pour moi, c'est ce genre de jeu-là. Les jeux Borderlands, Alice in Wonderland que j'ai adoré. Bon, moi, je joue beaucoup à Battlefront 2 encore, même si c'est un vieux jeu. Moi, des jeux de Star Wars, je me tanne pas. Les Far Cry, les Assassin's Creed, les choses comme ça, je vais adorer. Puis comme je dis, des jeux d'horreur, Diablo, des trucs comme ça, ou des jeux plus à la Zelda. Il y a vraiment tout un univers de jeux que j'adore. Les Fallout, les Final Fantasy, dont je suis un fan fini de Final Fantasy. Donc, évidemment, quand il y en a un nouveau qui sort, je vais l'acheter. Gotham Knight, le nouveau qui va sortir bientôt, je Ah l'ai oui. déjà acheté en pré-vente. T'as pas Donc, travaillé dessus? Ah non, t'as pas le droit de le dire. exactement, t'as tout compris. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de jeux comme ça. Les jeux de super-héros, j'adore généralement. Mais c'est très ouvert comme style de jeu que je vais aimer. C'est relativement assez éclaté. J'ai eu mon époque des jeux comme Call of Duty, Battlefield, où j'aimais ça beaucoup, faire piou-piou-piou. Mais là, un peu moins. Juste piou-piou-piou. Je trouve que la communauté, c'est pas évident. Tu te fais insulter quand tu joues en ligne avec des gens. Aussitôt que tu as un accent puis tu parles pas anglais comme il faut, les gens t'insultent. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné de ça aussi. Fait que je préfère jouer à des jeux plus solo que jouer à des jeux multiplayer en ligne où on se fait insulter à gauche, à droite quand on n'est pas trop bon. Et vu que tu joues à un peu de tout, est-ce que tu aurais trois jeux à recommander pour les familles? Pour jouer en famille, par exemple? Ben, en fait, oui, pour jouer en famille, on a travaillé sur le jeu Dreams sur PlayStation. Donc, le jeu Dreams, qui est un jeu familial où tu peux construire toi-même ton jeu, puis tes environnements, puis tes personnages là-dedans. Et on a fait un jeu là-dedans qui s'appelle A Bat's Tale. Donc, c'est vraiment un petit jeu. C'est comme je dis, les petits personnages, créatures cute qu'on a fait là-dedans. Sinon, c'est rendu difficile de dire pour toute la famille parce que les parents aujourd'hui qui ont des enfants, ben, ces parents-là vont aimer Call of Duty, vont aimer Grand Theft Auto, puis des fois, ben, bon, j'espère que les parents ne vont pas nécessairement jouer à Grand Theft Auto avec leurs enfants plus jeunes, mais des fois, ils vont partager Mhm. certains intérêts pour certains types de jeux. Je vois beaucoup de parents qui vont jouer à Call of Duty avec leurs enfants, des fois en ligne, qui se filment et qui mettent ça sur YouTube. Oh wow, Ça, ça j'ai pas vu. ouais, ça, je sais pas.
Mais, tu sais, c'est ça, familial, tu sais, juste des petits jeux cute pour la famille, ben évidemment, je pense qu'il y a là, j'oublie le nom du jeu, mais tu sais, c'est plein de petits personnages, puis t'as plein de tableaux, puis faut t'arrives le premier à la fin, puis c'est fait en gélatine. En tout cas, bref, tu sais, je suis pas trop dans le jeu familial, fait que ça serait difficile pour moi de recommander des jeux familiales parce que c'est un peu moins ma tasse de thé. Mais le jeu Dreams, pour moi, que je connais, dont Bat's Tale, c'est vraiment un bon jeu. Parce que non seulement il y a un paquet de jeux familiales là-dedans, mais tu peux construire toi-même ton jeu vidéo. Ok, super. Oui, et puis de toute façon, pour encore plus de recommandations, il y a mon site qui est dédié, c'est juste si toi tu avais des coups de cœur. Absolument. Ben, pour moi, les jeux Final Fantasy, tu sais, c'est pas si violent que ça. Oui, il y a des créatures, il y a des combats, mais les cinématiques et tout ça, généralement, c'est assez grandiose. Moi, je suis toujours vendu à ces jeux-là. J'attends impatiemment le nouveau chapitre de Final Fantasy, le remake de Final Fantasy VII qui devrait sortir bientôt. Parce que ça a été mon premier coup de cœur de jeu vidéo, Final Fantasy VII, qui est sorti sur la PlayStation 1. Ça a été vraiment là, parce que moi, les RPG, les jeux comme ça, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore l'univers Fallout, les jeux post-apocalyptiques, Last of Us, les jeux comme ça avec des zombies. J'adore les zombies. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. C'est mon monstre préféré dans tous les monstres. Mais c'est ça. Ah bah oui, ça m'a rappelé une question que j'avais tout à l'heure, mais qu'est-ce qui empêche de faire les zombies des années 50 à nouveau? Est-ce qu'il faut que le zombie évolue au fur et à mesure du temps? Les sons évoluent. Tu sais, si par exemple on pense, essaie de penser à un son de gobelin dans les années 80, il n'y avait pas vraiment de référence. Tu sais, aujourd'hui, les références, c'est les sons de gobelins qu'on trouve dans Le Seigneur des Anneaux, avec des voix « Hey, hey, master! Oh! Ah! » Des voix aiguës distorsionnées comme ça. Donc, il y a vraiment des films ou des univers qui ont cimenté l'identité sonore des personnages. Ça peut arriver qu'il y ait des clients qui veulent des sons de zombies qui, tu sais, comme ça. Mais aujourd'hui, l'identité sonore des zombies est plus proche de ce que je faisais tout à l'heure que de ce son-là aujourd'hui. D'accord. Et donc, si les gens veulent... comment dire ça? Veulent travailler avec toi, c'est aussi simple que ça. Comment est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Comment est-ce qu'ils peuvent te joindre? On est sur tous les réseaux sociaux, la Fabrique de Monstres. On a une chaîne YouTube. On a plein de voix qu'on a fait dans les jeux vidéo, plein de vidéos aussi. On a une horde de zombies qu'on a fait. On a vraiment un paquet de trucs super intéressants qui parlent de notre métier. On a un mini documentaire qui s'appelle « Nous sommes des monstres », « We are monsters » en français, que les gens peuvent écouter. On a notre site internet, lafabriquedemonstres.com, où vous pouvez retrouver notre portfolio, vous pouvez retrouver un portrait de toutes nos équipes. Puis si évidemment, vous voulez travailler avec nous, c'est possible de nous envoyer un courriel à partir du site. Ou si vous êtes une compagnie de jeux vidéo qui veut travailler avec nous, c'est possible à partir du site aujourd'hui de nous envoyer des requêtes, tout simplement. Et il est possible de travailler avec vous sans que ce soit de la voix? Donc tu as dit avec du web, avec du graphisme, avec du sound design peut-être? Aussi, mais disons qu'on est vraiment beaucoup plus axé sur la voix. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas Sébastien. Merci énormément, ça m'a fait plaisir. Merci pour l'entrevue puis de me donner la chance de parler de ma passion avec les gens qui te suivent. Tu as donné tellement d'informations que c'est super. Il y en aura pour 2 épisodes. Si c'est trop long, tu en auras pour 2 épisodes. Non, pas de problème. Merci. Parfait. Merci à toi. Au plaisir.